renouvelable au centre-ville. On a un nouveau projet de réseau de chaleur pour accorder de l'industrie, bâtiments tertiaires, autour de l'aéroport. On a la rénovation énergétique des bâtiments. Ça, c'est très important, la rénovation énergétique des bâtiments, parce qu'à la fois la planète et l'habitant sont gagnants. C'est gagnant-gagnant. Et donc, la rénovation des bâtiments, des écoles, des équipements sportifs ou culturels, des maisons des habitants au cours de la crèche sans pouce. Et puis, on a adopté une mesure très importante, c'est la végétation des écoles. Peut-être que certains se souviennent, lorsqu'on avait visité l'école de Marcelin Berthelot, la colère que j'ai eue quand j'ai vu une école, une salle de récréation qui était complètement bitumée, quoi. C'était à l'opposé de ce que nous voulons. On a pu rattraper, en partie en tout cas, cette erreur. L'éclairage et le plan photovoltaïque. Et puis aussi, on a un service de location de vélos longue durée à assistance électrique qui est complémentaire de celui de la métropole, à prix coûtant, qui remporte un vif succès. Et puis, je ne peux pas cacher sous silence, évidemment, le plan arbre. 60 000 sujets ont été plantés en 2 ans. Des arbres, des arbustes, des jeunes plantes, dont 3 500 arbustes liés à l'existence de la ligne A du tramway. La priorité est désormais de renforcer les plantations dans le diffus, de surveiller et de conforter les plantations qui ont été fragilisées par la sécheresse et renaturer les espaces. Ça, c'est essentiel. On voit bien qu'on plante, mais ensuite, après, des arbres meurent. Bon, c'est la nature aussi. Beaucoup de spécialistes, j'ai consulté beaucoup de spécialistes, ils m'ont dit, mais monsieur le maire ou monsieur le président, c'est normal que les arbres meurent. Sauf qu'il faut évidemment faire des croisements d'espèces, les arroser. Enfin, ça nécessite un entretien très important. On n'a pas oublié non plus la protection d'une centaine d'arbres remarquables. Et je n'oublie pas non plus l'ouverture du parc du Renard, sa future extension, et le fameux triangle vert de Capéron, Myrtuis, Jean Genot et bientôt la rue Maubeuge. Si vous allez à la rue Maubeuge, vous verrez l'importance des travaux qui sont en cours aujourd'hui. Vous savez, une ville peut mourir si elle n'évolue pas. Elle doit s'adapter aux besoins de ses habitants. Le centre-ville, qui est parfois très discuté, peut se développer. Les centres-villes, en particulier en France, peuvent se dépeupler par manque de commerce et de stationnement, mais aussi il n'y a pas d'animation. Et donc les centres-villes sont toujours fragiles, surtout de nos villes moyennes aujourd'hui. Et nous ayons en permanence, avec un niveau de la Poste et sa forêt urbaine de 1500 m², peut-être qu'elle n'est pas suffisamment importante, cette surface, mais elle va exister, avec l'îlot Beaumarchais, avec sa halle gourmande et sa résidence senior. Le cœur de Pichet a commencé sa mutation. L'opéra du Burg est un succès, ceux qui habitent au Burg le savent bien. Chemin Long bénéficie maintenant d'un nouveau barreau routier entre la rue Euler, Newton et l'avenue René Cassin, qui permettent de contourner le centre-bourg. J'espère que vous avez appris, à partir de l'avenue Henri Villot, vous pouvez maintenant contourner complètement le centre-bourg de Chemin Long. Une nouvelle école Rosa Bonheur, un nouveau gymnase apprécié, un nouveau gymnase toujours à Chemin-Long. Quant à Beuth, on ne l'oublie pas. On a réaménagé l'avenue de Courtillas pour 2 millions d'euros et on a créé une piste cyclable entre Pessac et l'avenue de François Mitterrand. Et désormais, pour être plus près du terrain, je le souhaitais vraiment, on a créé des concierges de quartier qui ont pour mission de sillonner la ville, de relever tout ce qui ne va pas sur l'espace public et de rapporter ensuite ça souvent à la métropole, puisque c'est de la compétence de la métropole. Tout ça nous permet de mieux connaître notre ville et de mieux surveiller les difficultés qu'elle peut rencontrer. Un autre point qui me paraît important. La ville se doit d'apporter à ses habitants, d'apporter son soutien à ses habitants et à ses entreprises. Nous avons la chance d'être un moteur économique, tout le monde le sait, moteur économique de la métropole. Nous proposons 60 000 emplois, soit 20% des emplois de la métropole. C'est considérable, grâce notamment à la filière aéronautique. Nous avons le projet Ptarma qui va se développer et qui va offrir de la formation à une aéronautique décarbonée avec un nouveau site, puisque désormais le tarmac sera juste en face de l'aéroport. Vous savez, nous avons la chance d'avoir de grands groupes. Nous sommes riches d'un tissu aussi d'artisans, de commerçants, de PME qu'il ne faut jamais oublier.
Cette force nous permet de favoriser l'emploi, y compris l'emploi des plus démunis, avec par exemple l'expérimentation du territoire zéro chômeur de longue durée. J'espère qu'elle pourra décoller puisqu'on a des inquiétudes sur son financement. Soutenir nos habitants, c'est aussi offrir un logement digne dans une métropole où il manque 43 000 logements. Je répète ça, il manque au moins 43 000 logements sociaux. Certains disent même 46 000 logements, surtout la métropole. On doit offrir du logement digne dans une métropole de cette nature, y compris aux plus démunis. Nous le faisons avec 3 logements temporaires d'insertion, les fameux LTI, qui malheureusement aujourd'hui ne trouvent preneur qu'à Bordeaux, à Mérignac et à Bègles. J'espère que d'autres communes nous rejoindront. Et nous nous sommes mis en conformité avec l'ouverture dès cet été d'une aire de grand passage à Mérignac. Soutenir nos habitants, c'est aussi engager, je sais que vous êtes très sensibles à ça, une action de protection des femmes victimes des violences intrafamiliales et leurs enfants en ouvrant des places d'hébergement d'urgence pour une mise à l'abri, et ce sera fait rapidement. Évidemment, en ces temps difficiles, pour le pouvoir d'achat, nous aidons les plus démunis avec un tarif avantageux à l'Aqua Stadium, avec une mutuelle communale et bien entendu avec le gel des tarifs municipaux. Et je n'oublie pas l'action exemplaire et importante du CCAS qui a été longuement développée dans ce rapport. Je vous propose de vous en rapporter. C'est une action indispensable pour nous. Et cette solidarité dépasse nos frontières. C'est important puisque dans ce prochain conseil, dans cet actuel conseil municipal, on va aider à la fois le Maroc et la Libye après avoir aidé l'Ukraine. Je ne sais pas si certains d'entre vous se le rappellent. Lors des vœux, il y a plusieurs années, j'ai cité une phrase de Jean-Jacques Rousseau que j'aime beaucoup. Les maisons font la ville, mais les citoyens font la cité. Elle doit nous inspirer. Les habitants peuvent devenir des acteurs essentiels de leur ville. Mérignac développe de nombreux lieux de participation, rencontres avec les habitants, comités éducatifs locaux, Arlac et Beuth, conseil municipal des enfants, conseil de la vie sociale, complices d'escale, l'impact pour les jeunes, et bien entendu le conseil de développement et de transition écologique. Il reste une question qui ne peut pas être délaissée, c'est celle de la sécurité, ce qui doit être une préoccupation permanente. La sécurité commence d'abord par la prévention, avec la médiation sociale. Elle se poursuit par des mesures de police, avec désormais une brigade de soirée de police municipale. Et nous avons le projet de commissariat en centre-ville qui va héberger les services de la police nationale, aussi de façon séparée des locaux accueillant une brigade de police municipale et le centre de supervision urbain chargé de visionner le réseau de caméras de vidéoprotection. Enfin, ce sera mon dernier mot. Bien entendu, les élus doivent se montrer exemplaires. Une charte de déontologie a été adoptée au conseil municipal. Les arrêtés de déport, on va le voir encore aujourd'hui, touchent les personnes qui peuvent être en situation de conflit d'intérêts. Ces arrêtés sont publiés sur le site internet. Voilà le travail considérable de la ville. Je tiens à remercier les élus, tous les élus, l'administration municipale, Madame Portelli et votre équipe, l'administration métropolitaine qui bien prend sa part, mais aussi les associations qui font vivre la ville. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et maintenant, j'ouvre le débat à qui le souhaite. Qui souhaite intervenir? Mélier. Monsieur le maire, chers tous, rendre compte à mi-mandat de l'avancée des engagements portés par le programme 2020-2026 est un moment, me semble-t-il, important. Et cela dans une période inédite. Et inédite en lien avec les crises successives que nous avons vécues et que nous vivons. Je rappelle brièvement crise sanitaire, économique, énergétique, environnementale, et à cela s'ajoute la guerre en Ukraine. On a eu tout ça en 3 ans. Je pense que c'est aussi un contexte. Donc, relever les défis qui ont été engagés, les 3 défis, social, environnemental et démocratique, a été donc un engagement de tous. Enfin,
de tous ceux qui se sont engagés sur ce programme. En sachant que les communes sont souvent des amortisseurs des inégalités générées par le système actuel et se heurtent souvent à la réduction des finances publiques. C'est ça aussi le contexte. Donc, relever et réussir les défis d'offres de services publics adaptés aux besoins des habitants, c'était donc ça l'engagement. Donc, je reviendrai très brièvement sur les années Covid. Pendant les périodes de confinement, la ville a dû pallier aux carences d'un État défaillant et a été capable de monter, par exemple, un centre de vaccination avec l'aide des médecins, infirmières et agents de l'administration. Et ça, je me souviens, ça a été un moment très important. Il faut aussi répondre aux besoins de la jeunesse, des écoliers, de nos enfants. Le budget dédié à l'éducation est le premier de la ville. C'est pour cela que j'apporterai une attention particulière. Il permet notamment l'entretien et la construction d'écoles pour répondre à une demande constante du nombre d'élèves. Monsieur le maire l'a dit, il y a eu des réhabilitations importantes, Marcelin Berthelot, donc c'est dans mon quartier, j'ai mesuré ce que c'était, et ça c'était la plus ancienne école, et qui a été effectivement non pas démolie, mais réhabilitée, et je crois que c'est vers ça qu'il faut qu'on aille. Donc il y a eu aussi effectivement Rosa Bonheur, et on va aussi vers d'autres constructions d'écoles. Je pense à Marne-Soleil, qui d'ailleurs a été abordée au dernier conseil de métropole. Donc il y a l'engagement, les 3 ans qui sont passés, mais on se projette sur l'avenir. Alors l'école, c'est aussi mettre des outils à la disposition des enfants. Et des outils pour les aider à développer l'esprit critique, leur curiosité, leur bien-être, afin qu'ils deviennent des citoyens et des citoyennes libres, et notamment ces outils en s'appuyant sur les agents, les animateurs et le service public communal. Et rajoutons effectivement un élément qui me semble important, la mise en place du conseil municipal des enfants. Donc, voilà, je crois que tout ce qu'on a mis autour de l'école et des enfants doit être apprécié. Je passerai rapidement sur un point, mais il est à souligner, répondre aux besoins de déplacement. Certes, ce n'est pas de la compétence de la commune, mais le prolongement de la ligne A à l'aéroport contribue à améliorer effectivement les déplacements, les mobilités sur la ville. Alors, un point aussi qui me semble important, répondre aux besoins de logement, notamment en préservant les 35% de logements publics abordables, les préserver face à la spéculation immobilière. Et ça, il me semble qu'il faut poursuivre et même, comme nous le proposons, aller plus loin que 35%. Et également qu'on s'engage sur la transition énergétique, notamment dans le secteur HLM. Cela a été dit, 43 000 demandes de logements sur la ville. Il faut passer un coup d'accélérateur et on sent bien que nationalement, on va vers une baisse, effectivement. Ça a encore été dit ce matin. Donc, je crois important de rappeler les engagements sur le logement. Avant d'aborder les questions de la tranquillité, je crois qu'il faut noter aussi le développement des places en direction de la petite enfance, toute petite enfance, les places en crèche. Alors nous, on est totalement favorable pour ce développement. On n'a qu'un regret, c'est que la gestion de la dernière crèche qui a été ouverte soit en gestion, en concession. Mais là, c'est notre approche, notre vision, mais il faut effectivement mesurer l'importance de ce secteur. Alors, répondre également aux besoins de tranquillité publique. C'est une condition pour le bien vivre, mais c'est aussi un vecteur du respect du cadre de vie. Et la police municipale s'est enrichie, et j'ai demandé des précisions. Le nombre de policiers municipaux a doublé de 2020 à 2023. Donc, voilà, c'est, me semble-t-il, créer les conditions pour préserver la tranquillité. Et à cela s'ajoute la brigade de soirée. Alors là aussi, je pense que c'est une innovation qu'il faut valoriser. Mais il nous faut s'orienter davantage, et ça a été dit par Monsieur le maire,
face aux violences faites aux femmes. Là, des logements d'urgence sont mis à disposition, mais il faut accélérer pour que la maison des femmes s'ouvre, adossée donc au commissariat. J'en viens au sport. Alors, sans le corps, l'esprit n'est rien. Donc, les deux doivent fonctionner. Donc, la ville a développé largement le sport avec des réalisations très attendues, mais une particulièrement, l'Aquastadium. C'est un atout considérable. C'est une belle réalisation, donc avec ces différents bassins. Nous aurions là également souhaité une gestion directe, mais c'est notre vision. Ça ne peut pas effacer cette réalisation. Alors la culture, nourrir les capacités humaines. Alors bien sûr en direction des enfants, mais plus largement l'élargissement des horaires d'accueil de la médiathèque. Et aussi, il y a quelque chose qu'on ne valorise pas suffisamment, c'est le devoir de mémoire. Et la ville, tous les ans, commémore le Conseil national de la résistance, qui est le 27 mai, et ça se passe dans le parc de la mairie. Et je pense que c'est un élément à valoriser. Et aujourd'hui, je le rajoute, parce qu'en essayant d'obtenir le label, et on l'obtiendra, 100% donc EAC, il me semble que là aussi sur la culture, on avance. Enfin, je terminerai. Mérignac, face au défi du réchauffement climatique et le défi environnemental, les engagements ont été tenus. Je brosserai très rapidement: plantation d'arbustes, plan photovoltaïque, végétalisation des cours d'école, le réseau de chaleur en centre-ville. C'est très important, d'autant plus que l'été 2022 et l'été 2023 montrent bien que ces canicules touchent directement, bien sûr, la population, mais particulièrement les ménages modestes sont les plus touchés. Et donc là, il faut suivre de près, et toucher également la nature, la biodiversité. Donc il faut continuer à développer des espaces végétalisés. Et voilà, ça, à mon avis, c'est l'orientation. Donc, alors, certes, planter, c'est important, mais il faut aussi créer de nouveaux espaces. Et je reviens toujours sur la rénovation énergétique. Donc, voilà ce que nous pensons. Mais demain, demain, sur ce secteur, ça a été dit, c'est la microforêt. Mais demain, c'est mettre davantage l'accent sur effectivement les créations d'emplois et la formation. Donc, il faut que demain, on ait une ville qui se protège, mais pour mieux protéger la population, et une ville qui permette non seulement de développer l'emploi, mais que l'esprit s'épanouisse, qu'il y ait un épanouissement des individus. Alors, bien entendu, nous avons apporté notre contribution et nous continuerons dans ce sens. Alors, qui veut intervenir? Monsieur Sarraute, Eric. Monsieur le maire, mes chers collègues, alors un mi-mandat inédit, très largement impacté par l'épidémie de Covid au cours des 2 premières années. Et pour nous, depuis le début de notre investissement municipal, nous avons pu constater que nous œuvrons à l'amélioration de la qualité de vie, la mise en œuvre d'une politique environnementale, économique et sociale vertueuse, dans un contexte de changement climatique. Nous sommes vigilants à ce que la transition écologique et la justice sociale soient incontournables dans chacune des décisions municipales. C'est notre contribution à la neutralité carbone envisagée à court terme par la France et par l'Union européenne. Trajectoire politique indispensable, allant dans le sens de l'intérêt général, et il faut le rappeler, qui ne sont pas partagés par tous, et il n'y a qu'à se référer aux déclarations d'un possible futur candidat aux élections présidentielles ce week-end. Au cours de ces 3 dernières années, nous pensons avoir été actifs dans la plupart des projets auxquels nous sommes associés, à savoir la transition écologique et la justice sociale. Si le cadre et les conditions de vie sont particulièrement agréables à Mérignac, nous devons poursuivre notre engagement destiné à atténuer le trafic routier via l'alternative des 2 roues, l'aménagement des pistes cyclables, le déploiement de la flotte de vélos à assistance électrique, améliorer la qualité de notre environnement,
via des ambassadeurs au nombre de 5, sensibilisant les populations à de nouvelles pratiques dans le quartier de Capeyron. Une innovation pédagogique et municipale qui prend tout son sens. Et au cours de ce mandat, nous aurons probablement la possibilité de voir la mise en œuvre d'un réseau de chaleur et l'amorce d'un futur réseau de chaleur. Œuvrer à la justice sociale, nos actions dans le domaine de l'action et de la cohésion sociale via, entre autres, la création du relais des familles, la sécurité alimentaire, l'accueil et l'accompagnement de personnes victimes de violences intrafamiliales, est un de nos moteurs et nous sommes fiers des résultats obtenus. Notre investissement dans l'insertion passe aussi par l'accès à un logement décent et à l'emploi pour le plus grand nombre. Nous œuvrons également à l'amélioration de la santé publique par la création d'une mutuelle municipale et de la future ferme urbaine. Si la route est encore longue et sinueuse, nous sommes déterminés à atteindre les objectifs fixés. Dans ce contexte d'instabilité sanitaire puis géopolitique, nous dressons un bilan largement positif de nos actions et de l'application de la feuille de route initiale. Nous regrettons néanmoins 2 points. Que des arbitrages budgétaires et politiques se soient faits au détriment d'opérations globales de rénovation énergétique des bâtiments et que les nuisances aéroportuaires continuent de peser sur les habitants mérignacais et de la métropole. Mais nous ne désespérons pas de voir d'ici la fin du mandat ces 2 points s'atténuer considérablement. Monsieur Millet. Monsieur le maire, mes chers collègues, écoutez, en vous écoutant, monsieur le maire, vous avez parlé de pédagogie. Parfois, la pédagogie est à la limite de la communication. Alors, vous êtes lancé dans une énumération d'un certain nombre de réalisations de la municipalité, parmi lesquelles certaines nous conviennent particulièrement. Il a été cité la construction de l'école Rosa Bonheur. Voilà, c'est un équipement qui va permettre à la jeunesse d'avoir des conditions d'éducation tout à fait satisfaisantes, et même plus. Tout ça pour vous dire que nous ne rejetons pas, a priori, tous les dossiers que vous nous présentez. Vous savez qu'ici, nous votons beaucoup de délibérations. La majorité des délibérations sont acceptées sur nos bancs. Mais nous conservons un certain nombre de critiques. Et à cette époque de mi-mandat, on peut relever un certain nombre de choses qui ne sont pas toutes satisfaisantes. Vous avez parlé, en premier lieu, parce que c'est un sujet très important, peut-être le plus important, je ne sais pas, c'est le défi climatique. Bon, le défi climatique, vous y répondez de différentes façons. Vous avez évoqué le plan d'extinction des éclairages la nuit quand ça n'est pas utile. Ça n'est pas totalement idéal du point de vue technique, mais ça va dans le bon sens. Vous avez évoqué aussi les plantations d'arbres, en essayant de déminer cette question, puisque vous savez très bien que sur ces bancs, nous avons des critiques à émettre. Décréter qu'on va planter 1 million d'arbres et se satisfaire qu'il y en ait plus de la moitié qui ne survivent pas, parce que tout simplement, il y a 2 raisons à ça. D'abord, quand vous plantez un arbre, il y a un moment, il faut l'aider, en tout cas au début, et avoir un peu d'arrosage en son pied. Et puis en plus, quand vous plantez des arbres, quand on consulte des professionnels, ce que je ne suis pas dans le domaine de la végétalisation, mais en les écoutant, on se rend bien compte qu'il y a des saisons. Et planter à contre-saison, c'est se garantir d'avoir des échecs dans les plantations. Et il y en a beaucoup, beaucoup. Alors, s'il y avait une demande à faire sur ce sujet, c'est de continuer sur les plantations, mais de le faire à la bonne saison, d'aider les végétaux qui sont installés, de manière à ce qu'on ait la chance de les voir se développer et de ne pas avoir des tiges mortes. On avait fait, avec notre collègue Jacinto, un inventaire le long d'une voie, la VDO, du nombre de végétaux qui étaient morts. C'était quand même confondant de voir que plus de 50% des arbres plantés n'étaient plus là, enfin étaient là à l'état d'arbres qui n'avaient pas subsisté. Alors, donc ça, si vous voulez, c'est remplacer la com par quelque chose de plus efficace. On ne vous en voudra pas s'il y a un demi-million d'arbres, pourvu qu'ils subsistent en immense majorité.
Après, quand on regarde la ville, il y a certaines choses qui sont choquantes. Alors, je vais vous parler des ardillos. Bon, les ardillos, on a vu qu'un certain nombre d'étais avaient été disposés pour éviter que des balcons ne s'effondrent, mais ça, on ne va pas vous en tenir rigueur, ce n'est pas vous qui maniez les instruments qui permettent de construire. Par contre, laissez passer un permis de construire sur une façade quand même très importante de plusieurs immeubles, avec une couleur comment dirais-je, d'enduit sombre, alors que cette façade est orientée à l'ouest, c'est-à-dire soleil couchant, celui qui, sous nos latitudes, nous fait le plus souffrir, en particulier le soir, parce que ça emmagasine la lumière et que c'est très exposé, je trouve que c'est désolant. Comment le groupe des Verts, ici présent, et bien représenté, peut laisser passer des choses pareilles? Comment peuvent-ils rester silencieux face à des choses qui vont contre toute logique? Voilà, c'est une question quand même que je vous soumets, mais si quelqu'un me dit qu'il faut peindre toutes les façades en marron foncé dans Mérignac, quand vous regardez des villes qui sont exposées à la chaleur et au soleil, en général, ce sont les couleurs claires qui dominent. Voilà, c'est quelque chose qui peut être, à mon avis, sans dépenses excessives, quand même remis sur les tables d'architectes pour que ce genre de choses n'existe plus dans notre ville. Après, on peut parler de l'artificialisation des sols. Voilà, vous avez des parcelles qui sont construites, j'en ai cité une récemment, 90% de la parcelle, elle est artificialisée, il y a 10% autour, je parle du site de l'ancien bowling, où vous avez de la pleine terre sur 10% de la parcelle, et rien de plus. Est-ce que c'est normal? Non. Alors on est d'accord sur le principe, mais dans l'exécution, on ne retrouve pas ça. Alors, ça n'est pas partout dans tous les projets, mais c'est particulièrement choquant lorsqu'on tombe sur un projet réalisé de cette manière. À cette mi-mandat, on pourrait parler aussi de la concertation. Voilà, la concertation, ici à Mérignac, elle est plutôt oubliée dans pas mal de dossiers. On a eu ici des discussions assez dynamiques sur la manière dont l'aire de grand passage a été implantée sur le circuit. Là, la concertation, on peut dire qu'il n'y en a pas eu. Pas plus qu'il n'y en avait eu pour le centre de rétention administrative. Aucune concertation. Et puis il y a des dossiers moins importants où il n'y en a pas non plus. Récemment, du côté de Beutre, des voies cyclables ont été installées, puis on est revenu en arrière, on a rétro-pédalé, parce qu'on n'avait tout simplement pas interrogé les habitants. Donc la concertation, il y a encore beaucoup à faire, mais on ne doute pas que sur cette question, vous soyez attentifs pour améliorer la situation. Ensuite, il y a la sécurité et la tranquillité publique. Alors, nous avons un nouveau commissariat. Bon, mais un commissariat, ce sont des murs. Il a été rappelé que les effectifs de la police municipale se sont accrus, c'est une bonne chose, mais on est loin encore d'avoir les effectifs de manière idéale. Et puis, il faut anticiper et penser à l'avenir. Quand on augmente la population comme vous le faites, eh bien, on va nécessairement vers des problèmes pour l'avenir. Je me suis livré à un petit calcul. Sur la base de vos chiffres, nous avons augmenté de 3 904 habitants la population de Mérignac sur les 3 premières années de ce mandat. J'ai essayé de faire une règle de 3 pour voir si Mérignac prenait plus, moins, ou une charge identique à celle des autres communes de la métropole. Si nous avions le même rythme de développement dans le reste de la métropole qu'à Mérignac, nous aurions eu une croissance en l'espace de 3 ans de plus de 40 000 habitants. C'est quand même une sacrée croissance. Donc on voit bien que Mérignac construit beaucoup plus, et vous n'aimez pas que nous parlions sur ces bancs de bétonnage, mais c'est bien la réalité. Ici, vous avez eu, d'ailleurs, vous avez quand même une audace qu'on ne peut pas vous contester.
rappeler que Mérignac était ville verte dans l'introduction que vous avez faite en début de cette séance, c'est quand même appeler à des souvenirs heureux, mais ce sont des souvenirs. Mérignac n'est plus une ville verte. Mérignac est en train tout doucement de devenir une banlieue, et la manière dont la ville est construite nous laisse entrevoir pour le futur de sérieux problèmes de tranquillité publique, mais il est probable que dans ce conseil municipal, nous ne serons plus très nombreux pour pouvoir endosser cette responsabilité. Néanmoins, le problème est devant nous. Et ce que l'on construit aujourd'hui, on en a les conséquences quelques années plus tard. Ensuite, au chapitre de ce qui doit être amélioré, c'est la réactivité. Sur certains dossiers, cette réactivité a été prise en défaut. Le gymnase Léo Lagrange, qui a brûlé en 2018, a été remplacé récemment par un préau sportif qui, d'ailleurs, nous devons vous le dire, présente un grand intérêt. Nous trouvons que c'est un équipement intéressant, parce que c'est un équipement qui ne nécessite pas un entretien énorme. Alors je sais bien qu'il sera démonté pour être remonté ailleurs, mais enfin c'est quand même un équipement qui vaut 850 000 €, je crois me souvenir. Ça n'est donc pas simplement un édifice qui serait bon marché. En revanche, c'est un édifice intéressant parce que ça permet de pratiquer le sport. Nous ne sommes pas soumis au grand froid à Mérignac, et je pense que ce type d'équipement devrait pouvoir être réfléchi pour d'autres quartiers de Mérignac parce que ça a son utilité. Et c'est un équipement qui est simple, qui est efficace. Ça donne accès à des jeunes et à des moins jeunes pour de la pratique sportive de manière facile. Je trouve que ça a un intérêt. Par contre, d'après ce que nous avons compris, il n'y aura pas à cet endroit de nouveaux gymnases avant 2026 ou 2027, la date m'échappe. Ça fait quand même un long temps de réaction, alors que l'assurance qui couvrait l'édifice qui est parti en fumée a donné lieu à indemnisation il y a déjà un bon moment. Donc le projet n'a pas démarré dans les temps comme il le fallait, et même si aujourd'hui il y a un équipement temporaire qui est là, quand même la réactivité n'est pas à mettre au crédit de la majorité. Alors je ne passerai pas sous silence, puisque je vais en parler, de la maison carrée. Là, il aura fallu, si les nouveaux délais sont à nouveau respectés, nous l'espérons, 17 ans pour arriver à ce que ce projet prenne forme. Ça fait quand même un petit peu long. Ensuite, on pourrait aborder la gestion. Vous avez qualifié, en citant un passage de la lettre de la Chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine, vous avez qualifié votre gestion de bonne gestion. Alors tout n'est pas mauvais. Encore une fois, nous vous rappelons que nous votons pas mal de dossiers ici parce qu'il y a des choses qui nous paraissent bonnes. Mais en matière de gestion, vous ne pouvez pas répéter, parce que ce n'est pas en répétant que les choses deviennent vraies, que vous n'avez pas augmenté les impôts à Mérignac. Vous n'avez pas augmenté les taux d'imposition. Mais si chacun de nous... Non, mais on ne paye pas les impôts en pourcentage, on les paye en euros. Vous pouvez hausser les épaules, monsieur le maire, mais écoutez, les feuilles d'impôts que chacun a pu découvrir montrent bien, mais vous allez me dire, mais ce n'est pas de ma faute, c'est la représentation nationale qui l'a voté. Cette année, on a pris plus 7% de revalorisation des bases. Ça va donc se traduire sur les taxes d'une manière significative et dans les mêmes proportions. Voilà, à un moment où l'inflation déjà fait souffrir. Alors, dans votre majorité, beaucoup diront, oui, mais ce sont les propriétaires qui vont payer, donc les propriétaires sont riches, c'est à eux de payer, puisqu'il n'y a plus que la taxe foncière. J'en vois déjà qui sourient à cette idée. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que les propriétaires, on en a besoin pour investir, bâtir et créer des logements. Et une politique qui va trop loin en matière de fiscalité, ça réduit l'enthousiasme à l'investissement pour construire, bâtir et créer des logements, et si possible, des logements de bonne facture. Voilà. Donc la gestion, votre gestion, vous ne pouvez pas dire que les impôts n'ont pas augmenté. Ce n'est pas exact, vous l'avez dit tout à l'heure. Et puis il y a aussi des gaspillages à Mérignac. Nous avons dénoncé ici même, rappelez-vous, nous avons 8 arbres qui ont été plantés sur la place Charles de Gaulle. Je vous rappelle le prix, 29 850 € TTC. Je n'ai pas le prix hors taxe, puisqu'on récupère tout de même la TVA. Enfin,
par arbre, ça fait très, très, très cher. Voilà. Alors, dans la gestion, il n'y a pas que l'argent. Il y a la gestion des ressources humaines. Et nous en avons parlé lorsque la lettre d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes a été dévoilée. Nous avons pu avoir malheureusement confirmation d'un doute que nous avions émis un an plus tôt, d'un absentéisme qui est très fort, trop fort et anormal parmi les agents de la ville de Mérignac. Cela signe avant tout une chose, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas heureux au travail sous votre administration. Être troisième sur le podium des villes de France avec le plus d'absentéisme, ce n'est pas un signe de bonne gestion des femmes et des hommes qui rendent service à la population. Eh bien ça, à mi-mandat, on le constate et on espère, comme vous, parce que j'ai lu sous votre plume que vous l'aviez écrit, que ça va s'améliorer et que ça va fortement s'améliorer. Non pas simplement pour les chiffres, mais pour ceux qui travaillent ici au service de nos concitoyens. Enfin, je finirai par l'exemplarité. Ça a été cité tout à l'heure, l'exemplarité. Voilà, l'exemplarité, je vous rappelle qu'il y a un certain nombre de remarques que nous avions formulées au niveau d'avantages accordés à un ancien de l'élu de la ville dans le secteur du circuit, qui s'est vu accorder la possibilité de construction additionnelle, alors que dans le même temps, ses voisins n'y avaient pas droit, et même on leur retranchait leur droit à construire, ce n'est pas une exemplarité. Et ce genre de choses, nous souhaiterions qu'à Mérignac, cela cesse. Voilà, je vous remercie. Monsieur le maire, chers collègues, n'en déplaise à certains, nous voyons à travers ce bilan des mises en œuvre et la concrétisation de projets municipaux de notre majorité dans la continuité d'orientation forte, participation citoyenne, investissement conséquent, prolongement de la transition écologique entamée déjà depuis longtemps à Mérignac, un aménagement urbain structuré et structurant le long des axes de transport et, il faut le noter maintenant, 13 km de lignes de tram sur notre territoire communal. Sur la concertation, contrairement à ce qui a été dit, c'est bien des implantations qui ont été modifiées pour justement prendre en compte ce qui avait pu remonter auprès de la population, notamment sur l'aire de grand passage. Donc, contrairement à ce qui a été dit, c'est bien, nous écoutons et nous demandons l'avis des Mérignacais. De nombreux investissements, donc, à travers nos différents schémas directeurs des équipements ont vu le jour, hein, que ce soit la petite enfance, le sport, et sont en cours de réalisation. Donc avec des salles et terrains de sport, groupes scolaires, maisons des habitants, des sites dédiés à la culture et bien d'autres. Tout cela se réalise, ça a été dit, dans une gestion budgétaire rigoureuse, sans augmenter les impôts, n'en déplaise à nouveau à M. Millet, et des taux qui relèvent de la commune. Et ça depuis 15 ans. Et il faut aussi le rappeler, et j'insiste bien là-dessus, depuis 20 ans, plus de 20 ans, Mérignac est engagé dans la transition écologique et pour lutter contre le réchauffement climatique et la préservation de l'environnement. Tout cela, j'ai envie de dire, il y a toujours des efforts à faire, mais si l'ensemble de la planète en était au niveau de Mérignac, peut-être que l'horizon sur ce sujet serait moins difficile. Donc nous agissons pour que le social, l'éducation, le sport, la culture, la vie associative, le développement économique pour l'emploi restent au cœur de notre action municipale. Et je voudrais moi aussi insister, parce que tout cela se fait sur la base de ce qui a été dit dans le rapport de la Chambre régionale des comptes, hein, et les mots tels qu'ils ont été écrits. Une situation financière à Mérignac saluée comme saine, avec une capacité d'autofinancement notable. Le respect des engagements pris, ça a été analysé dans ce rapport, et une politique d'investissement qui monte en puissance pour préparer l'avenir. Et la gestion de l'attribution des subventions saluée. Mérignac, nous aidons, nous accompagnons, nous soutenons dans le cadre de nos engagements pris dans de nombreux domaines
La mise en œuvre chaque année du budget de la ville est aussi la preuve de la réalisation de ces engagements du maire et de sa majorité. Nous déroulons, et tout en restant réactifs, en relevant les multiples défis, pour faire de Mérignac une ville dynamique, innovante et solidaire. Merci. Quelques réponses à monsieur Millet, bon, qui a pris un ton plus agréable que d'habitude, et je vous en remercie. C'est comme ça qu'on doit vivre dans une démocratie. Mais sur les arbres, par exemple, en fait, aujourd'hui, au niveau de la métropole, j'avais annoncé 1 million d'arbres sur 10 ans. On y sera. On est dans le rythme, malgré la mort des arbres. Aujourd'hui, je suis ça de très près avec les spécialistes de la métropole. On sera à 1 million d'arbres dans 10 ans. Et malgré la mortalité qui existait. 1 million d'arbres net. Hein, bon, voilà. Sur ensuite la fiscalité. Bon, c'est un feuilleton éternel, quoi, la fiscalité. Mais simplement, je vous invite à regarder ce qui se passe ailleurs. Est-ce que, base ou pas base, est-ce qu'il y a une autre commune qui fait mieux que Mérignac? Je vous ai redit, relisez vos journaux préférés, vous verrez, il publie des tableaux. Nous sommes la commune aujourd'hui qui fait parmi les meilleurs en termes de fiscalité. Les autres augmentent leur base. Donc si vous me trouvez d'autres exemples, donnez-les-moi. Mais moi, j'en connais pas. En tout cas, dans la métropole, j'en connais pas. Alors certains ont diminué parfois les taux pour les remonter l'année suivante. En tout cas, nous, on est tout à fait, on n'a pas d'avoir honte. Sur la population, on est dans un fantasme. Il n'y a que vous qui dites que la population augmente d'une façon aussi importante. Si on regarde l'INSEE, si on regarde tous les documents officiels, encore d'ailleurs le rapport de la Chambre régionale qui consacre un passage sur la population, personne ne parle d'une population aussi exponentielle que vous le dites. Personne. Donc là, on est dans un fantasme. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'il y a plus de construction qu'il y a plus d'habitants. Ça, je l'ai dit 10 fois. Parce que vous pouvez avoir plus de construction. En même temps, il y a des gens qui divorcent, il y a des enfants qui veulent habiter Mérignac. Et donc, en même temps, avec la même population, vous avez plus de construction. Bon. Sur la sécurité, là aussi, allez voir ailleurs, quoi. Franchement. Ici, on a un conseil de la sécurité qui se réunit de temps en temps. Les chiffres sont donnés dans ce conseil. Et les chiffres ne sont pas... C'est pas moi qui dis, c'est la police nationale qui dit. La police nationale dit, mais franchement, à Mérignac, vous n'êtes pas dans le 93, mais même vous n'êtes pas du tout à Bordeaux ou dans d'autres communes. Ici. Mais ce qui est vrai sur la sécurité, c'est pour ça que je suis très vigilant, c'est que les gens ne supportent pas, ils ont raison. S'il y a un vol, s'il y a une agression, ils ne supportent pas. Mais en termes quantitatifs, on est très très loin des autres, et plutôt dans une bonne strate. Ça ne dépend pas d'ailleurs de la mairie, je pense. Hein. Ça dépend aussi de beaucoup d'autres circonstances. Mais ne dites pas qu'en matière de sécurité, on est pire que les autres, c'est pas du tout vrai. Voilà. Bon, oui. Et merci de me rendre quelques instants la parole, monsieur le maire. J'avoue que je ne vous suis pas. Vous avez l'air de mettre en doute le fait qu'il y a une progression de la population. Alors, non, mais attendez, je vais vous mettez en doute vos propres chiffres, mais alors, dans ces conditions, pourquoi, au moment où nous avons travaillé sur le réaménagement de cette salle de conseil, avez-vous prévu des sièges supplémentaires parce que nous passions la barre des 75 000, ce qui nous a été confirmé en commission par notre excellent collègue. Écoutez, faudrait quand même savoir. Alors, la population n'augmente pas, mais on franchit un seuil. Alors, on franchit le seuil, mais en fait, c'est une erreur. C'est pour ça qu'on compte des conseillers municipaux en plus, parce qu'on passe une strate. Non, monsieur le maire, il faut assumer votre politique. Votre politique, elle est basée sur de la construction de manière très importante. Nous appelons ça le bétonnage. Vous n'aimez pas ce terme, ok. Appelons ça de la construction excessive, de l'urbanisation excessive. Mais aujourd'hui, les informations
que vous nous apportez ou qu'apporte l'un de vos adjoints nous confirme bien qu'il y a une croissance significative de la population. À quoi sert le fait de nier les résultats d'une politique que, ma foi, vous avez l'air d'assumer sans difficulté? On a toujours ce débat. Pourquoi ne pas nous mettre d'accord sur des chiffres qui sont les vôtres? C'est un débat qui revient à chaque fois. Vous avez tous les éléments officiels. Quand on refait une salle du conseil municipal, on prévoit pour plusieurs années. On ne prévoit pas pour l'année prochaine. On prévoit pour plusieurs années, mais bien sûr que si. Et donc on est obligé de regarder ce qui se passera dans un avenir à moyen terme et pas dans l'immédiateté. Voilà. C'est évident. Le maire, si vous permettez, la réponse que vous m'apportez est une chose. Le sourire maîtrisé, pour ne pas dire plus, de M. Charbit apporte des informations différentes. Voilà. Les chiffres de l'INSEE, encore une fois, mais vous n'y croyez pas. L'INSEE, c'est quand même la référence. Ici, on augmente de 1,1% par an, d'après l'INSEE, contre 1,4% dans la métropole. Donc notre population augmente moins que dans la métropole. Ça, c'est la réalité. Après, vous avez vos fantasmes, je vous laisse vos fantasmes. C'est tout. Je ne peux pas vous convaincre sur quelque chose qui fait partie de vos fonds de commerce. Mais, Monsieur Millet, vous n'avez pas trop la mesure des chiffres, parce que j'ai retrouvé un document sur le site de la formation politique à laquelle vous appartenez, où vous parliez de plus 20 000 habitants à Mérignac. Donc, vous n'avez pas trop le sens de la mesure. Bah, vous avez le sens de l'interprétation, parce que si vous voulez qu'on aille dans cette direction-là, Monsieur le maire tout à l'heure a dit 1 million d'arbres sur 10 ans. C'est la première fois que j'entends parler d'un délai supérieur à celui du mandat qu'on avait entamé, par exemple. Mais si vous me dites on va vers les 100 000 habitants, je vous dis oui, votre politique nous amène vers les 100 000 habitants. Alors, vous prenez ce qui vous arrange, mais bon, on est habitué, et puis je ne vous en veux pas. Oui, monsieur le maire, chers collègues, je n'avais bien sûr pas prévu d'intervenir puisque on avait prévu une intervention par groupe, mais néanmoins étant directement interpellé par notre collègue, je me permets de prendre la parole pour assurer nos collègues ici, mais également tous les habitants, que nous mettons en place depuis le début du mandat la transversalité de la prise en compte des enjeux de la transition écologique, l'atténuation du réchauffement climatique, la prise en compte de l'érosion de la biodiversité, la préservation des sols et des réserves d'eau douce, tout en tâchant de lutter contre la prolifération des polluants. Donc cette transversalité dans l'action, on tâche de la mener en interne dans notre fonctionnement, mais aussi de la dupliquer sur l'ensemble des projets de territoire et effectivement prendre en compte les effets d'albédo dans les projets architecturaux qui se montent sur la commune est quelque chose d'essentiel et ne faisons pas d'un cas particulier une généralité. Il y a peut-être des progrès certainement à apporter pour filtrer les projets architecturaux qui nous prévoient des façades sombres qui absorbent la chaleur dans les années qui viennent, mais encore une fois, ne généralisons pas un cas particulier qu'on peut regretter. Merci. Merci. Donc, il n'y a pas de vote, Délibération 2023-98, subvention exceptionnelle pour l'aide aux victimes du séisme au Maroc et des inondations en Libye. Décision, autorisation, monsieur le maire. Bon, nous connaissons tous les catastrophes qui viennent de se produire. Et donc, je vous propose d'accorder une aide au total de 10 000 €, avec une subvention à Médecins sans frontières, une subvention à des Racines et des Ailes, E2LES, et de 10 000 € à l'Association des artistes marocains en France, c'est-à-dire avec des associations locales qui apportent leur soutien directement sur le terrain. Qui souhaite prendre la parole? Oui, pour notre groupe, nous souhaitons d'abord exprimer toute notre tristesse et tout notre soutien au peuple marocain et libyen qui ont été véritablement, qui ont connu de désastres. Nous voudrions à ce sujet rappeler, hormis pour le Maroc, puisqu'il s'agit là d'un séisme souterrain qui était difficilement prévisible, de nous interroger quand même sur toutes ces catastrophes qui se propagent dans le monde, qui se multiplient
les inondations en Libye, elles, sont dues, et les scientifiques le disent, le reconnaissent, à notre réchauffement climatique. Et il faut, je crois, être vraiment, lorsque on est observateur, aujourd'hui nous sommes observateurs, mais témoins de tous ces séismes et de tous ces dégâts humains, ces dégâts causés par ce changement climatique, toujours nous réinterroger sur nos choix d'action au quotidien, de ce que du courage que nous avons ou pas à s'engager dans la lutte contre le réchauffement climatique. Enfin, dire que les choix qui sont faits et les saluer de notre collectivité, d'apporter son soutien financier à des associations qui sont des associations locales et qui agissent en lien avec des ONG, avec des associations locales de ces pays, qui sont, elles, très soucieuses de voir respecter leur souveraineté, nous paraît être effectivement une garantie d'efficacité. Bien évidemment, tout ce qui peut être fait pour apporter du soutien à ces gens qui sont dans des drames épouvantables doit être fait. À la limite, on peut même dire que c'est presque peu de choses, mais enfin, si tout le monde fait peu de choses, ça finira par faire qu'un secours. Et Délibération 2023-99, subvention aux associations enseignement social famille, versement du troisième tiers, autorisation. Je précise que Mesdames Gaspard et Michelet ne pourront pas prendre part au vote. Monsieur Charbit. Monsieur le maire, mes chers collègues, comme nous l'avions vu dans la délibération du 27 mars dernier, donc la 20-23-030 et donc la 20-23-065 en date du 19 juin. Ensuite, la ville de Mérignac souhaite protéger les associations en gestion des maisons des habitants et des maisons de quartier de la hausse des coûts en prenant à sa charge notamment les contrats liés aux fluides. Cet engagement permettra une harmonisation de la prise en charge des fluides et une meilleure lisibilité des consommations. La ville accompagne donc chacune d'entre elles dans un usage optimal de l'équipement afin de favoriser la mise en œuvre d'un plan de sobriété énergétique. Cette prise en charge doit faire l'objet d'un ajustement sur le montant du troisième versement, puisqu'on a scindé, en fait, on a saucissonné, on a scindé le versement des subventions pour anticiper cette hausse des coûts et la calculer au plus juste. A été donc divisé en 3, et donc on vous propose donc sur le montant du troisième versement de la subvention 2023 de la verser. L'incidence de cette mesure sur les budgets de fonctionnement des associations concernées par cette reprise des fluides ont fait l'objet d'une analyse partagée qui a été calculée par les services et qui permettent donc un accord sur les montants. Ainsi, donc, il est demandé d'autoriser par le conseil municipal le versement du troisième tiers pour les associations en gestion de maisons de quartier et de maisons des habitants concernées par la reprise du coût des fluides directement donc par la ville. Donc ce qui revient à délibérer pour Air et Loisirs Arlac 41 459 € pour le troisième tiers. Le centre d'animation des EKEM, domaine de fantaisie, pour 62 335 €. Le centre social et culturel Le Puzzle pour 137 659 €. La MJC du centre-ville pour 66 329 €. Enfin, pour le CL2V, 35 878 €. Les crédits correspondants sont donc inscrits au budget principal de la ville. On vous propose donc d'autoriser le versement de ces derniers tiers aux associations. Merci. Monsieur Joël Girard. Oui, monsieur le maire, chers collègues, bien entendu, nous voterons les subventions aux associations et je prends note effectivement qu'une étude a été faite pour mesurer les impacts de la hausse des fluides. Cependant, je tiens quand même à alerter le conseil municipal et les habitants que si la ville ne baisse pas les subventions, c'est sûr, les autres institutions, dont l'État, coupent et amputent ces structures de moyens nécessaires pour le bon fonctionnement de ces équipements, qui a de ce que l'égalité des chances est une nécessité, comme on a reçu la nouvelle préfète l'autre jour, pour nos concitoyens et citoyennes. C'est surtout pour notre jeunesse, ce qui peut à terme mettre en difficulté le bon fonctionnement des associations, qui œuvrent efficacement pour promouvoir et aider les populations qui peuvent être en difficulté. Nous devons les aider effectivement
à poursuivre leurs engagements. Je vous en remercie. Délibération 2023-111, candidature au label 100% EAC, éducation artistique et culturelle, autorisation. Oui, j'ai souhaité intervenir sur cette délibération parce qu'elle me trouve. Oh, pardon. De le faire juste après, si tu me permets. La ville de Mérignac est engagée, comme vous le savez, dans une démarche d'accès à la culture pour toutes et tous depuis des années. Pour autant, depuis 2019, nous avons procédé d'abord au recrutement d'une coordinatrice de l'EAC, d'un dumiste, qui est un enseignant du conservatoire qui intervient dans des écoles, puis nous avons établi un diagnostic de l'offre culturelle à destination des jeunes que nous avions sur la commune. Et nous avons entamé des réflexions avec l'Éducation nationale, la DRAC et l'IDAC qui sont nos partenaires. C'est là que nous avons présenté l'année dernière le schéma EAC, éducation artistique et culturelle, qui rentre, lui, dans un projet plus global, qui est le PEDT, qui est porté par ma collègue Véronique Kuhn, mais qui travaille en transversalité avec la cohésion sociale et la politique de la ville. À Mérignac, nous le savons, nous travaillons l'EAC sur tous les âges de la vie. On travaille avec les plus petits, on démarre à 3 mois avec de l'éveil, et on va jusqu'aux seniors avec les personnes en perte d'autonomie. Je vous rappelle l'année dernière de très très beaux projets que nous avons portés, notamment avec les complices des escales, qui sont des seniors qui accompagnent la saison culturelle, le festival Enjeux hors jeu de la Ligue de l'enseignement, qui a une très très belle production. Je sais que certains d'entre vous y étaient, avec des seniors et des professionnels qui ont travaillé sur un projet autour du climat, mais qui l'ont présenté sur scène, qui était un projet de qualité. Et là, sur ce label EAC, on va se concentrer un peu plus sur les jeunes, les scolaires. Et il s'agit pour nous de permettre aux enfants, aux jeunes, de bénéficier de parcours éducation artistique et culturelle. Pourquoi est-ce qu'on parle de parcours? Parfois, vous verrez des chiffres différents quand on parle d'EAC. Vous verrez parfois le chiffre de 2000, d'autres fois 6500. Quand on parle de parcours, il s'agit de rencontrer 3 piliers. Une œuvre artistique, de rencontrer l'artiste et de pratiquer également la discipline. Et là, on rentre dans un parcours global. Sinon, on est dans une action culturelle. Un parcours, il faut bien le comprendre, c'est une quinzaine d'heures d'activité avec les enfants. Ce n'est pas uniquement un événement culturel, c'est vraiment entre 15 et 20 heures réparties sur le temps scolaire, périscolaire ou extrascolaire avec nos jeunes. Nous avons réuni dès l'année dernière les acteurs culturels de la ville, institutionnels, mais nos partenaires aussi, avec la communauté éducative, les enseignants, les directeurs, les éducateurs, les animateurs du périscolaire et les conseillers pédagogiques. Et tous ensemble, nous avons travaillé à partir de la saison culturelle pour proposer des projets qui répondent aux besoins pédagogiques des enseignants, parce qu'il ne s'agit pas de le faire contre eux, mais avec eux. On a construit ces projets avec eux. Et parfois, on travaille à l'inverse, c'est-à-dire qu'ils arrivent avec des intentions, et nous, on vient enrichir avec les ressources de la ville les projets qu'eux peuvent nous proposer. Et c'est comme ça qu'on arrive à des projets globaux sur le temps de l'enfant et sur les disciplines également. Nous avons une attention particulière dans ce plan aux quartiers politiques de la ville et aux écoles qui sont plus éloignées géographiquement des équipements. Parce qu'il ne s'agit pas de travailler avec le premier arrivé, premier servi, parce qu'on aura vu avant les collègues un projet intéressant. Mais vraiment de veiller à répartir sur le territoire de Mérignac les projets pour que chaque école, chaque enfant puisse en bénéficier de manière équitable. Je vous donne juste 2-3 exemples pour que vous voyez comment on travaille en transversalité. Cette semaine, on rentre dans la semaine de l'espace, porté avec Cap Science. Et là, par exemple, il y a un projet à l'école du Parc
avec AppScience, qui va permettre aux enfants de classe de CM2 de rencontrer un astrophysicien et de travailler avec la Maison de la Poésie sur des ateliers d'écriture, ce qui va aboutir à un travail avec les élèves, mais une restitution jeudi également à la médiathèque. Donc on travaille sur l'écriture, sur la rencontre avec la culture scientifique également. Nous avons un très joli projet photo intergénérationnel. On essaye d'avoir des projets assez innovants à Anatole France, en partenariat avec le Krakatoa et les élèves et le CCAS, puisque les élèves vont travailler à la fois avec Lee Schulman, qui est l'artiste que nous accueillons aujourd'hui à la Vieille Église. Et je rappelle quand même que le parcours actuel de Lee Schulman, c'est Séoul, New York, Mérignac. C'est plutôt intéressant quand cet artiste va dans les écoles. Mais en plus, on vient greffer dans ce projet des interactions avec des seniors pour pouvoir travailler au long cours sur l'année un projet. Là, on est sur des portraits sonores à partir de la rencontre de l'exposition au départ, mais après, avec les échanges tout au long de l'année, avec des artistes, avec des photographes, avec le Krakatoa également. Donc, c'est de très beaux projets, et je ne vais pas en citer beaucoup plus, parce qu'il y en a 80, mais simplement vous dire qu'on a 3 résidences d'artistes accueillies cette année dans les écoles, qui sont au Bosquet, à Rosa Bonheur et Ferdinand Buisson. Au total, on peut dire aujourd'hui, d'après le diagnostic, parce qu'on fait toujours une analyse en fin d'année, que 2000 enfants mérignacais ont pu bénéficier d'un parcours complet sur l'année 2022-2023 en EAC. Et 6500 élèves ont pu bénéficier d'actions culturelles. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est prêt pour pouvoir candidater au label 100% EAC, qui nous permettra d'être mieux accompagnés par les partenaires, la DRAC notamment et l'Éducation nationale, de se doter d'autres outils d'analyse de nos politiques publiques, parce que c'est toujours important d'affiner l'analyse que nous pouvons faire, de partager leur expérience aussi. Évidemment, il s'agit d'une reconnaissance pour l'ensemble des acteurs qui travaillent dans l'ombre depuis 3 ans, qui se sont engagés sur cette démarche et qui apportent leur pierre à la construction de nos jeunes citoyens, parce que cette culture et cette culture scientifique, cette ouverture vers l'autre, elle participe à leur épanouissement, elle participe à la construction de l'esprit critique, et je crois que nous pouvons être fiers de l'avoir travaillé aussi intensément, en espérant pouvoir faire progresser et en nombre et en qualité les projets proposés à nos jeunes dans les 5 prochaines années, qui est le temps du label. Merci, Madame Meillet. Oui, effectivement, j'ai été très attentive à ce que représente ce label. Et là, vous venez d'évoquer les différentes actions qui ont déjà été engagées et celles qui vont venir. Et je pense que ça devrait être davantage connu, tellement c'est vraiment un outil important pour permettre l'épanouissement d'abord des enfants, je pense beaucoup aux enfants, à l'émancipation du plus jeune âge, comme vous l'avez dit, des 3 mois. Mais là où je suis très interpellée positivement, c'est ce travail avec donc, les enseignants. Comment les enseignants construisent et agissent, et la place des seniors. C'est vraiment intergénérationnel, mais ce qui me semble être important, c'est aussi un pilier contre les inégalités sociales. Et je pense que là, l'école, tout comme donc la démarche de la commune, de la ville, joue un rôle positif. Alors, moi, je m'étais mis des questions, combien d'enfants sont concernés, mais ça y est, j'ai eu la réponse. Voilà, c'était ce que je recherchais. Et puis, ce qui me semble important, c'est ces lieux que vont découvrir, notamment les enfants. Les lieux, l'artiste, et comment ils vont contribuer. Eux aussi vont être associés. Voilà. Donc, je trouve que oui, c'est une démarche qui joue un rôle très positif pour l'épanouissement des adolescents, mais en général. Je vois bien que ce soit les enseignants, les seniors, et ça serait bien quand on ait un suivi, peut-être, sur ce qui se passe. Voilà, c'est ce que je souhaitais donner, et vous avez répondu aux questions que je me posais sur le nombre d'enfants concernés.
S'il n'y a pas d'autres questions, je réponds juste rapidement. Les lieux concernés, ils sont nombreux parce que le tissu culturel mérignacais est riche, que ce soit la vieille église, la médiathèque, le Krakatoa, le Pingalan. Et là, il ne s'agit pas uniquement de découvrir les lieux, mais aussi les métiers qui s'y exercent. Et là, on travaille par exemple avec la mission locale pour découvrir les métiers au niveau du Pingalan, mais pas que pour les scolaires. Et l'enjeu, il est vraiment là, de pouvoir découvrir aussi ces lieux. Ça fait partie des enjeux parce que quand vous avez une habitude de pratique culturelle, rentrer dans un musée, rentrer dans la médiathèque, vous n'y voyez pas de frein. Par contre, quand on a moins cette habitude de pratique, ça peut paraître impressionnant. On peut se sentir un petit peu perdu, un peu déstabilisé quand on rentre dans ces établissements. Mais quand on a pris l'habitude d'y aller avec ses enseignants, avec ses éducateurs du périscolaire, on voit qu'on a des petits médiateurs culturels qui amènent les familles avec elles. Et le dernier exemple qu'on a eu de ce cas-là, c'est les artistes qui sont venus avec Hypermonde, puisqu'Hypermonde, on a quand même accueilli 700 scolaires sur les 2 jours, avec un travail qui va se faire après sur l'année en plus avec eux, mais des élèves qui ont pu rencontrer des artistes, des auteurs, des illustrateurs dans leur salle de classe, qui ont pu visiter les expositions et qui sont revenus le samedi avec leurs parents, avec leurs frères et sœurs, pour pouvoir rencontrer à nouveau, échanger, parfois prendre une photo, montrer à leurs parents qui ils avaient rencontrés et découvrir ce beau festival qui était le festival d'Hypermonde, que évidemment nous reconduirons. Mais oui, ça participe à désacraliser quelque part ces lieux et à permettre un temps extra-familial où l'enfant devient le médiateur culturel. Merci. Donc, qui s'oppose à cette délibération? Qui s'abstient? Non. Tout le monde vote pour, donc adopté à l'unanimité. Toc, toc, toc. Délibération 2023-113, extension des heures d'ouverture de la médiathèque, demande de subvention, autorisation. Donc, comme c'est encore moi, juste le temps que je change mon écran de délibération. Toc, toc. Alors, il est là. Dans le projet d'établissement de la médiathèque, des médiathèques, je devrais dire, du réseau de médiathèques, qui était intitulé « Ouvrir mieux, ouvrir grand », nous avions un des volets de ce projet d'établissement qui était l'année dernière d'ouvrir différemment les antennes et l'équipement central Sainte-Marie et les antennes de quartier. Pour ça, on avait étendu dès l'année dernière les horaires en ouvrant les dimanches après-midi de mi-septembre à fin avril, de 14h à 18h. On avait également une extension des horaires le samedi, puisque avant la médiathèque centrale le samedi fermait à 17h, ça a été prolongé à 18h. Également, à l'intérieur de l'équipement central, on a étendu les horaires et de la ludothèque et de l'espace public numérique. Et on a harmonisé enfin les horaires sur les antennes de quartier toute la semaine, puisque la médiathèque du Burc, de Beutre et de Beaudésert n'avait pas toutes les mêmes horaires, ce qui était un frein à la lisibilité, et donc on a harmonisé ces horaires-là. Dans ce cadre-là, on avait sollicité la DRAC pour un accompagnement, et un accompagnement et à la démarche et un accompagnement financier. La DRAC accompagne donc le projet à hauteur de 80% les 3 premières années, et après on est sur un accompagnement qui sera dégressif. Si je peux vous faire un premier bilan de cette extension des horaires, on a donc un volume qui lui a augmenté de 26% les horaires d'ouverture,
Et on a eu de bonnes surprises, de belles surprises dès la première année, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que quand on fait un benchmark, on se rend compte que les autres communes qui s'y sont lancées nous avaient quand même prévenus en disant la première année est toujours une année compliquée, il faudra peut-être se baser plutôt sur ceux de la deuxième, parce que la première année est toujours inférieure à la seconde. Pour autant, là, on se rend compte qu'on a une fréquentation de la médiathèque le dimanche après-midi, et je précise bien après-midi, identique à celle du mercredi, pour la journée du mercredi, avec des emprunts qui sont similaires au mercredi et parfois une fréquentation, quand on le rapporte au samedi, plus importante, si on regarde à l'heure, une fréquentation plus importante le dimanche que celle qu'on peut avoir le samedi. On n'a pas de baisse d'emprunt, ce qui veut dire qu'on n'a pas, c'est pas un glissement des usagers du samedi au dimanche, mais bien de nouveaux usages qui se sont créés. On sait que l'extension sur les dimanches, par exemple, a permis à 7500 Mérignacais de pouvoir venir à la médiathèque les dimanches après-midi. Pourquoi c'est un succès cette première année? Il y a plusieurs facteurs. Déjà, bon, ça répond à une demande, et le but était vraiment d'aller chercher un public qui était empêché, qui n'avait pas le temps matériel de se rendre dans l'équipement central. Ça, c'est une chose. L'équipement est fréquenté essentiellement par des familles et familles monoparentales. La ludothèque atteint des pics à 165 enfants quand même, le dimanche après-midi dans l'équipement. Mais aussi parce qu'on a fait du dimanche une journée différente du reste de la semaine. On a tous les dimanches après-midi une proposition culturelle que nous n'avons pas forcément, il y en a, mais pas de ce type-là le dimanche après-midi, qui permet à chacun de pouvoir y trouver une offre culturelle. Et évidemment, quand les beaux jours arrivent au mois d'avril, on sent une baisse de la fréquentation sur les derniers jours. Et c'est là qu'on voit que ce qui avait été ciblé le mi-septembre, fin avril, était pertinent, puisqu'il n'y avait pas d'intérêt, là, on le voit, à ouvrir tout le reste de l'année. Donc là, il s'agit dans cette délibération de demander la poursuite de la subvention pour l'accompagnement financier de la ville par la DRAC. Merci. Qui souhaite la parole? Monsieur Millet. Nous avons écouté avec attention la présentation qui a été faite. Et je ne vous cache pas que sur nos bancs, nous avons une hésitation. Alors je vous dis tout de suite, nous ne sommes pas du tout contre le fait d'accroître l'amplitude horaire d'un équipement municipal pour donner accès, là en l'occurrence, à de la culture, aux Mérignacais. Mais, alors je vais être prudent dans l'expression, parce que les stats sont les stats, mais ce que parmi nous, nous avons pu observer, ce n'était pas tous les dimanches, donc pas de généralisation abusive. En fait, ce que nous avons pu observer ne représente pas 250 personnes dans l'après-midi, parce que, a priori, ce qui a été vu à 2 ou 3 reprises, c'est la tranche 14-15 un peu vide, bon, on peut le comprendre, c'est le dimanche. Après, ça se remplit un peu plus. Et de là à avoir 250 personnes qui viennent dans la médiathèque, ce n'est pas ce que nous avons vu. Alors, les questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a de grosses variations d'un dimanche à l'autre? Très probablement. Parce que sinon, si jamais tous les dimanches étaient comme ceux que l'on a pu, les quelques dimanches qu'on a pu observer, on n'en serait pas du tout à 250 de moyenne. Donc, il doit sûrement y avoir des variations. Est-ce que des dimanches comme ceux, par exemple, d'Hypermonde sont pris en compte? J'imagine oui. Non, c'est pas pris en compte. Alors, voilà, c'est une perplexité dont nous vous faisons part, parce qu'en fait, on a dû tomber sur les mauvais dimanches, mais on n'a pas vu ça. Voilà, alors vous allez me dire, écoutez, déplacez-vous à nouveau tous les dimanches, et vous verrez bien. Je ne vous cache pas qu'on a une grosse hésitation sur l'ampleur du phénomène, l'ampleur de la fréquentation. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas en phase avec l'observation, et sûrement avez-vous des explications. Oui, alors le comptage, il est automatique.
Donc, il n'y a pas de sujet à pouvoir discuter de l'interprétation du comptage. Par contre, là où je pense avoir un début de réponse à vos questionnements, c'est qu'on est sur un équipement qui fait 5500 m². Donc, si vous voulez, il y a une impression d'espace qui peut paraître peu occupée, alors qu'on est quand même sur une fréquentation identique à celle du mercredi ou du samedi après-midi. L'espace ludothèque, je ne sais pas si vous l'avez fréquenté à ce moment-là, ludothèque ou espace jeunesse sont les plus fréquentés les dimanches après-midi. Donc je ne sais pas si vous faites allusion aux autres espaces, et là je le comprends, mais c'est les espaces jeunesse et ludothèque, avec l'espace où il y a la proposition culturelle, qui vont concentrer les venues. Et on voit bien que là on est sur un public qui vient peut-être moins les autres jours. Mais je vous invite à y retourner peut-être pour constater par vous-même que ce sont les espaces qui... Non, à compter peut-être pas, mais on a un comptage automatique qui est le même tous les jours, donc je ne vois pas le... Mais bon. En tout cas, on n'a pas eu d'inquiétude. Il y a eu 2 dimanches, je crois, du mois de janvier, où on a eu une baisse à partir de au niveau de 15 heures. Mais de toute façon, vous parliez de fréquentation plus accrue, toujours les 2 dernières heures. Alors, c'est terrible parce que le samedi, on pensait qu'en ouvrant plus, les gens auraient un peu plus de temps. Non, on sent toujours la pression de l'heure qui fait qu'on vient un petit peu avant la fin, mais sur les 2 dernières heures. Mais hormis là, et c'est vrai qu'en tout début d'après-midi, peut-être qu'il y a moins de fréquentation, mais à 15 heures, c'est là où en général on a la proposition culturelle. Donc en fait, il y a quelque chose en tout cas qui se recoupe dans nos observations, c'est que la première tranche horaire n'est pas la plus forte, et ça s'accroît la fréquentation sur la fin de tranche horaire. Après, en fait, si vous voulez, il y avait un tel écart que nous nous sommes demandé comment était fait le comptage. C'est au niveau du portique que ça se fait. Et alors, c'est parce qu'il y a des gens qui passent en sens inverse. Enfin, pas tous, hein. Il y a des gens qui passent en sens inverse. Il y a un... Oui. Non mais vous comprenez, c'est des questions, si vous voulez, quand vous observez quelque chose, vous vous dites comment est-ce que je peux observer un phénomène et finalement... Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, en appuyant, je vous ai coupé le micro, c'était pas voulu. Là où on sait que les chiffres du passage sont bons, c'est qu'on a la même chose en termes d'emprunt et de retour de documents. C'est-à-dire que si on avait un comptage tronqué sur les passages, on aurait aussi un décalage, lui, sur les emprunts et sur les retours. Or, non, les emprunts et les retours... là, j'ai les chiffres qui sont là. Alors là, on est sur la répartition des emprunts. Les dimanches, 20% des emprunts de la semaine sont réalisés le dimanche. Là où le mercredi, vous voyez, on en a que 16%. Donc s'il y avait une erreur de comptage du passage, on verrait une chute sur les emprunts, ce qui n'est pas le cas. Bon, écoutez, vous avez votre réponse. Alors, on passe au vote. Qui vote pour? Allez, un effort, votre groupe aussi, quand même. Sur le fond, vous êtes d'accord? Bon, allez. Unanimité. Merci. Délibération 2023-116, Aquastadium, convention patrimoniale et financière du groupement d'autorités concédantes, autorisation, Madame Cécile Saint-Marc. Monsieur le maire, mes chers collègues, alors l'Aquastadium, il y avait 2 conventions qui avaient été approuvées, une pour la mise en place du contrat et le suivi de son exécution, et une autre, la convention patrimoniale et financière entre Bordeaux Métropole et la ville de Mérignac pour cette mise en place de convention. Cette convention matrimoniale a d'abord fait l'objet d'un avenant numéro 1 au regard des nouvelles conditions financières qui avaient été définies avec le concessionnaire. Et depuis cet avenant, il y a eu 5 événements qui sont venus impacter le projet. Le premier, ce sont les subventions de la région pour 3 millions, de l'ANS pour 1,5 million et du département pour 1 million. Donc ces 5,5 pour 100 millions ont été bien évidemment répartis avec la même clé de répartition que nous connaissons, 43% pour Mérignac, ce qui fait plus de 2 300 000 €, et le reste pour la métropole.
Ensuite, il y a eu un premier avenant au contrat de concession parce que ça a été impacté par le coût de construction et le raccordement au réseau de chaleur. Il fallait en fixer le tarif. Un deuxième avenant est venu tirer les conséquences financières de la suspension de l'exécution du permis de construire suite, bien évidemment, au recours qui avait conduit à un décalage de l'ouverture et à son ouverture partielle en 2023 à partir du mois de février. Le quatrième événement, c'est la fixation définitive des taux au 3 février 2023 qui validait le montant total d'investissement et les termes de la contribution financière d'investissement, fameuse CFI. Et le cinquième élément, c'était la décision du Conseil d'État annulant la décision du tribunal administratif qui a permis donc la reprise du chantier, la livraison et l'ouverture totale de l'équipement fin juin 2023. C'est donc dans ce contexte que maintenant il y a une nouvelle version qui se substitue à la précédente et à son avenant numéro 1 qui deviennent de ce fait caducs. Donc vous avez une synthèse qui vous est proposée dans la délibération sur la participation initiale, ensuite sur les contributions forfaitaires d'investissement qui a la même clé de répartition entre Bordeaux Métropole et Mérignac, et puis ensuite pour la deuxième contribution forfaitaire qui, elle, est à 100% mérignacaise, puisqu'il s'agit de mettre à disposition l'équipement aux scolaires, aux associations. Donc, c'est bien pour ça que c'est du 100% Ville de Mérignac. Et tout ça, c'est au prorata temporis pour la période qui va donc du 20 février au 31 décembre 2023. Donc, à chaque fois, vous avez une part vous avez le tarif pour l'année et la part au prorata temporis pour la période de février à la fin de l'année, 31 décembre 2023. Du fait des subventions, il faut quand même noter qu'il n'y aura pas de remboursement de participation initiale en 2023, d'investissement, pardon, en 2023, car Bordeaux Métropole a déduit les subventions donc, de la région, du département et de l'ANS qui avaient été perçues. Donc, compte tenu de tous ces éléments, il est proposé d'approuver les termes de la convention patrimoniale et financière telle qu'elle est proposée dans la délibération et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention avec Bordeaux Métropole et tout autre document lié à ce dossier. Oui, pour vous dire que nous nous abstiendrons sur ce dossier, d'abord parce que ce n'est pas la première fois qu'on s'abstient sur le dossier du stade nautique, et en particulier parce que la gestion la conduite du permis de construire a été faite d'une manière que nous avons déjà critiquée ici sur ces bancs, et donc il y a des conséquences financières. Nous ne changeons pas notre position, mais enfin, en tout cas, nous constatons que la collectivité, pas seulement Mérignac, puisque Mérignac n'en paiera que 43%, va avoir à payer 771 000 € de plus liés à la manière dont a été conduit le dossier en fait, de permis de construire de la ville. Délibération 2023-119, syndicat intercommunal à vocation unique, SIVU, Bordeaux-Mérignac, modification des... Monsieur Belperron. Pardon, Vanessa. Comme vous le savez, le SIVU, syndicat intercommunal à vocation ultime, Bordeaux-Mérignac, fournit les repas aux scolaires et aux seniors, ainsi qu'aux restaurants municipaux. Donc, décidé en avril 2000, en fait, il s'est avéré nécessaire de rédiger une convention tripartite pour régler les relations, donc ville, Mérignac, Bordeaux et SIVU. Donc, cette convention a couru pendant 18 ans. Donc, en décembre 2022, suite à la loi Egalim,
On a souhaité modifier cette convention, donc on a rédigé une nouvelle convention intégrant cette loi Egalim. Donc cette convention a été envoyée pour approbation à la préfecture, et début 2023, la préfecture nous a alerté sur le caractère irrégulier, donc en 2023, de cette convention. De ce fait, le 19 juin, nous avons proposé le retrait du règlement intérieur, donc c'était acté le 19 juin au conseil municipal. Le 7 juillet, des nouveaux statuts ont été votés à l'unanimité par le comité syndical. En fait, ces statuts reprennent les principaux éléments de la convention, avec intervention possible du CEVU sur d'autres collectivités. En particulier, l'année dernière, ils ont intervenu pour les repas du SDIS qui luttaient pour le feu. Et possibilité pour le CEVU aussi de concevoir, réaliser et gérer une extension, une construction d'une nouvelle unité de production, puisqu'il faut effectivement d'autres moyens pour assurer les repas. Voilà, donc il est proposé d'approuver ces nouveaux statuts par le conseil municipal ce jour. Merci. Joël Girard. Oui, monsieur le maire, chers collègues. Bien sûr, nous pouvons approuver la modification des statuts pour se mettre en conformité, ça, ce n'est pas un problème. Par contre, nous serons attentifs, comme c'est marqué dans la délibération, sur l'extension de l'unité actuelle. Bien entendu, des aménagements sont nécessaires du fait du passage, par exemple, en bac inox, donc ça c'est une réalité. Cependant, une extension sur un autre site de près de 15 000 repas qui serait peut-être prévu, est-il nécessaire? Pour notre part, nous sommes plus favorables à des unités de proximité avec une capacité beaucoup plus faible, même si nous sommes conscients des coûts induits. Une nouvelle méthode de restauration est plus à l'ordre du jour que des grosses unités qui demandent des coûts de déplacement longs et coûteux. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Madame Cassou-Scott. Oui, je voudrais simplement rassurer sur cette période de transition qui fera qu'effectivement, pour des raisons d'espace, comme l'a expliqué Serge Belperron, les repas CIVU pour les seniors, qui faisaient l'objet donc d'un port de repas, vont se poursuivre malgré tout dans d'autres conditions, dans de belles conditions. Je voudrais quand même rappeler que la ville de Mérignac, via son CCAS, a un service d'aide à domicile, d'aide aux personnes, qui est extrêmement important. On est en pleine semaine bleue d'ailleurs, je l'ai inauguré ce matin, enfin cet après-midi. Vous savez, la semaine bleue qui est la semaine qui permet justement de rappeler comment une ville, elle permet aux seniors de bien vieillir dans leur ville. Et bien là, ce port de repas, ça n'est pas qu'un service de port de repas, c'est aussi des personnels qui apportent ces repas chez les personnes. Elles vont chez les personnes et donc elles peuvent effectivement être de très bonnes ressources en matière de veille et de vigilance pour celles-ci. Donc ces ports de repas continueront. Sachez que nous avons nous servons 380 repas en moyenne que l'on va donc servir chez les personnes et d'un coût qui nous est facturé de 8,32 €, mais les repas qui sont facturés, elles, aux personnes âgées sont entre 1,14 € à 6,04 €. Donc vous voyez que c'est un vrai service d'aide aux personnes auquel bien sûr on rajoute l'euro, le 2,10 € de transport. Donc on continuera, on a de toute façon 7 tournées, on pourrait en avoir une 8e. Il y a vraiment de la demande, même si le CCS privilégie les foyers restaurants. Nous aimerions qu'ils soient plus fréquentés encore, ils le sont, mais nous aimerions qu'ils soient encore plus pour justement lutter contre l'isolement des personnes âgées. Donc voilà, je voulais quand même rassurer et dire que le port de repas à domicile continuera. On passe au vote. Alors, qui vote contre? Non, je vais répondre avant à Joël. En fait, au début du mandat en 2000, il faut savoir quand même qu'on a arrêté le projet qui était CAP 35 000. C'était un objectif d'avoir 35 000 repas, alors qu'on était à 23 000 repas. Donc l'objectif, ce n'est pas de grossir et d'avoir un mastodon. À cette époque-là, on avait même réfléchi, on s'était dit, bon, est-ce que, puisqu'on arrête CAP 35 000, est-ce qu'on peut faire autre chose? Et il s'avère qu'effectivement, vu le nombre de repas distribués,
c'est très problématique de repasser en cuisine locale. Donc l'idée, c'est de dire on continue avec le CIVU, parce qu'au niveau fonctionnement, contrôle sanitaire et au niveau financier, ça serait relativement important. Voilà. Donc on a dit on continue avec le CIVU. Donc là, il s'avère effectivement qu'il faut agrandir, puisque le CIVU était prévu au départ pour 17 000 repas, on est à 23 500. On s'est aperçu que finalement, le maître d'œuvre qui devait faire les travaux, c'est irréalisable de restructurer et d'agrandir en lieu et place d'un système de restauration. Ça veut dire que si on avait continué là-dessus, pendant 2 ans, on aurait été obligé de passer à l'extérieur. Donc l'idée, c'est de dire, on est sur 23 500 repas. Le rapport Espelia dit qu'il y a une augmentation de 1% par an, on devrait être entre 27 000 et 30 000. Donc l'objectif, c'est bien de répondre aux besoins de la ville de Mérignac et de Bordeaux, pas plus. Alors ce qui va se passer, je précise, c'est pour éviter qu'il y ait des mauvaises compréhensions. Là, on cherche un terrain pour construire une structure de 15 000 repas. Et après, on restructure le CIVU actuel pour faire à peu près 15 000 repas. Puisque là, on est à 23 000 repas, mais on est surchargé. Donc l'idée, c'est d'avoir 2 structures, à peu près à partie égale, dont une aura une partie un peu plus logistique. Voilà. J'espère avoir été clair sur le sujet. Merci. Le vote des uns et des autres, mais bon. Alors, qui vote contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. La délibération est adoptée à l'unanimité. Délibération 2023-121, fonctionnement de la parenthèse, relais des familles, demande de subvention auprès de la Caisse d'allocation familiale de la Gironde, autorisation, Madame Audeblé-Charodeau. Monsieur le maire, chers collègues, cette délibération concerne notre demande de subvention à la CAF pour un montant de 23 000 € pour le cofinancement de notre relais des familles, la parenthèse, que je souhaite vous représenter succinctement après 1 an de création. Ouvert le 15 octobre dernier, la parenthèse va donc fêter sa première bougie. La fréquentation de ce lieu ressource pour les parents et les familles est en progression. Nous avons accueilli 442 personnes à ce jour. La CAF est notre partenaire institutionnel et financier privilégié pour mener cette mission, car via le Fonds national parentalité, elle accompagne toutes les actions envers les parents. Parce que, comme elle le cite, plus de 2 parents sur 5 estiment aujourd'hui difficile l'exercice de leur rôle et 4 parents sur 10 indiquent se sentir parfois ou souvent seuls face à l'éducation de leur enfant et avoir besoin de soutien d'autres parents pour trouver des solutions aux difficultés qu'ils rencontrent. La petite enfance et l'adolescence constituent les périodes durant lesquelles ce besoin d'accompagnement est le plus prégnant. À Mérignac, l'analyse des besoins sociaux fait ressortir que nous avons beaucoup de familles monoparentales, dont des mères avec des ados, une population jeune importante et des quartiers dont les enfants sont en grande difficulté. C'est dire tout l'intérêt de ce relais des familles. Situé dans un bâtiment accessible en centre-ville, au sein d'une résidence intergénérationnelle, cet espace fait le lien avec toutes les autres structures de la ville dans un esprit relais, c'est-à-dire les maisons des habitants, les CCAS, les services éducation enfance-jeunesse, la MDSI et tous les autres. Il a été pensé et construit et co-construit pour et avec les parents, qui sont toujours force de proposition pour les ateliers et les thématiques de conférences. La parenthèse est un lieu ressource. Nous accueillons quiconque passe la porte en toute bienveillance et de manière anonyme dans un espace convivial, du mardi au samedi sur des temps d'accueil libres. Il est également possible de bénéficier de rendez-vous individuels avec nos partenaires. La médiation familiale, l'ARP, donc qui est le lieu de l'aide à la relation parent-enfant. Des ateliers collectifs et individuels bien-être, des permanences CAF dans le cadre du parcours de séparation, et bientôt la Maison des ados et l'association de médiation interculturelle. Les vendredis soirs sont consacrés à des soirées thématiques, soirées, jeux, ciné-débats, bien-être. Son volet en faveur des professionnels débutera dès le mois d'octobre avec des rencontres thématiques. Pour fêter ce premier anniversaire et donner encore plus de visibilité à la parenthèse, l'équipe organise un événement en 2 temps forts. Un temps festif au Parc du Vivier le mercredi 18 octobre de 15h à 19h avec des activités, spectacles et animations à destination des familles. Et le vendredi 20 octobre, un temps de rencontre et de travail à destination des pros le matin. Puis de 18h à 20h, nous aurons la chance de pouvoir écouter Xavier Pomereau,
psychiatre spécialiste de l'adolescence en difficulté. Il proposera une intervention en faveur des familles et des professionnels sur cette question. J'en profite donc pour remercier cette petite équipe qui fait un travail remarquable pour animer ce lieu, le rendre accueillant et remplir ses missions envers les Mérignacais et les Mérignacaises. Je vous propose de voter favorablement cette délibération qui nous permettra de poursuivre cet engagement de mandat. Nous passons donc aux questions orales. Il y en a deux de M. Jacinto que j'invite à lire ces questions. Et de démarrer par la première question, monsieur. Non. Monsieur le maire, chers collègues, ma question concerne le permis de construire numéro 03328121 Z0099, signé en date de 28 mai 2021. Alors, dans ce permis, c'est écrit « Reconstruction à l'identique d'une construction usage d'habitation suite à une démolition accidentelle non prévue. » Alors, donc, la question que je pose, pourquoi reconstruction à l'identique? Pourquoi démolition accidentelle non prévue? Donc, Monsieur Jacinto, un premier permis de construire de 2019 a été accordé à Monsieur Lazreg pour une extension et une surélévation sur donc une construction existante au 77 chemin de la Princesse. Au cours de la mise en œuvre du permis de construire, Monsieur Lazreg est revenu vers les services de la mairie pour déclarer une démolition accidentelle et afin de régulariser, il a déposé un permis de démolir en janvier 2021, puis un permis de construire de reconstruction à l'identique, reprenant les mêmes éléments que le permis initial extension comprise, avec le même règlement d'urbanisme qui s'imposait donc à lui sur les possibilités de constructibilité. Cela donc s'est fait en mai 2021. S'il y a eu un copier-coller sur le deuxième CERFA, qui peut, sur la forme, donc, mais qui ne change rien à l'autorisation possible de mise en œuvre du nouveau permis de construire, car la surface reste la même sur le plan déclaratif avec les différents documents fournis qui sont conformes. Donc la démolition accidentelle a fait l'objet d'un déclaratif amenant donc des modifications pour la continuité du projet, mais toutes les démarches ont été faites. Et la reconstruction à l'identique, plus l'extension, rentre dans le cadre réglementaire lié au secteur donc concerné, UM38, et qui autorise cette reconstruction à l'identique avec extension, comme l'a précisé, extension mesurée, l'a précisé de plusieurs arrêts du Conseil d'État. Voilà. À ce jour, ce deuxième permis n'a pas fait l'objet pour le moment d'une déclaration d'achèvement des travaux qui est attendue. Voilà. Donc, monsieur, il y a deux problèmes. Pourquoi deux problèmes? Vous ne pouvez pas écrire reconstruction à l'identique et en même temps signer un permis avec 30% de plus. Ça, ce n'est pas possible. L'arrêté, la jurisprudence du Conseil d'État que vous évoquez, qui s'appelle Suzanne Guillot, épouse Guillot, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas l'utiliser parce que c'est marqué un permis à l'identique. Que dit la loi? La loi dit que le terme reconstruction à l'identique s'entend comme une obligation de reconstruction stricte, je dis bien stricte, de l'immeuble détruit ou démoli, même volume, même implantation. L'article L111-3 du Code de l'urbanisme autorise la reconstruction à l'identique de bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans.
Nous sommes d'accord, mais nous ne sommes pas d'accord avec une autre chose. Les deux choses d'ailleurs. La première, vous n'avez pas le droit de signer un permis et écrire reconstruction à l'identique avec 30% de plus, donc ce n'est pas à l'identique. L'identique, c'est l'identique selon la loi. Il faut que ça fasse le même volume, la même implantation. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est pour rapport à la construction aux âges d'habitation suite à une démolition accidentelle non prévue. Pourquoi vous avez écrit ça, sachant que vous avez signé un permis de démolition en janvier, donc 5 mois avant, vous écrivez, vous signez un permis de démolir, et après vous dites, vous écrivez la démolition accidentelle non prévue. Mais alors, c'est prévu ou c'est pas prévu? Pourquoi vous avez signé le permis de démolir et après vous dites c'est pas prévu? Mais cherchez une grosse, je ne sais pas, je ne peux pas donner le nom à ça, mais il y a un problème. Soit c'est une fausse déclaration de votre part, pas du client, soit c'est une tromperie de votre part, soit pas du client. Donc, vous ne pouvez pas signer un truc pareil, monsieur. Vous vous trompez d'autoroute, là. Ce n'est pas possible, c'est la loi qui le dit. J'ai ici la loi, j'ai aussi le Conseil d'État. Le Conseil d'État de femmes qui ont côté de l'un et tout ça, qui n'a rien à voir avec ça. Il y a des voies de droit, il y a des voies de droit. Si vous pensez qu'il y a un problème, il faut faire ce qui est nécessaire. Mais nous, on vous a répondu. Thierry. Non, mais le permis de démolir se fait dans le cadre de la régularisation. C'était ce qui est prévu. Moi aussi, j'ai les textes, j'ai les règlements, j'ai le Conseil d'État, et l'extension était prévue. Donc, après, c'est le terme juridique de reconstruction à l'identique avec l'extension qui est autorisée. Mais après, ce que vous voulez que je vous dise, c'est... Non, ce n'est pas du tout dans le cadre de la loi, c'est la loi qui le dit. C'est le même volume, c'est la même implantation. Deuxième question. Et là, c'est à 30%, ce n'est pas la même chose. Vous allez pas faire quoi à qui? Échanger, vous faut connaissez pas le règlement. Les gens pour des imbéciles, quand même. Arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles. Deuxième question. Alors, ça, c'est une question. Donc, la réponse, je vais la lire après, parce que je ne sais même pas ce que vous avez dit, mais vous avez dit des conneries, ça, c'est certain. Mais bon. Alors, oh, silence! Silence! Écoutez, silence, vous n'avez pas la parole, silence! Vous vous énervez pas, vous restez poli, ou sinon, au nom de la police... la police, sont tout... Oh, ça veut dire quoi? Bon. Ouais. Oh, allez, posez votre question tranquillement, puis on vous répondra. Alors, deuxième question. Après la pollution de terrain, par exemple, battre, après la pollution de l'air, exemple, rocade vidéo à nous, François Mitterrand, il est prévu de polluer l'eau, vous le vote 31 mars 2023 à Bordeaux Métropole concernant le boulevard technologique. Dans ce dossier, on peut lire construction sur 318 hectares, 900 000 m² de surface de plancher entre sorties 9 et 12. Milieu physique. C'est là le problème. Incidence en phase de travaux et d'exploitation. Je dis bien d'exploitation. La période de chantier peut être à l'origine de pollution des eaux souterraines, superficielles et de sous-sol, donc nappe phréatique. Et donc source de nuisance pour les espèces associées et risque de pollution de l'eau potable. Monsieur Jacinto, il y a un problème parce que ce n'est pas la question que vous nous avez envoyée. Le risque, je n'ai pas fini, monsieur. Il n'y a rien à voir avec la question que vous nous avez envoyée. J'y arrive. Le risque de pollution reste donc aléatoire et difficilement quantifiable. Risque d'inondation, risque de pollution... Bon, moi, sinon, je vous propose de lire la question, puisque ce n'est pas la question que vous avez envoyée, monsieur. Il y a un règlement, monsieur. Si vous l'aviez envoyée comme ça, on aurait vu. Mais là, sinon, je la lis. Je vous propose de lire la question de monsieur Jacinto. Deuxième question. Vous avez, monsieur le maire, voté et fait voter à Bordeaux Métropole. Monsieur, vous perturbez le déroulement de la séance. Donc, je reprends. Votre question. Vous avez, monsieur le maire, voté et fait voter à Bordeaux Métropole le 31 mars 2023 le dénommé boulevard écologique sur Mérignac, entre la sortie 9 et 12. Combien d'euros avez-vous prévu pour les expropriations de terrains et de mètres carrés de ces mêmes terrains? Réponse à monsieur le maire. Voilà, et donc je donne la parole à Gérard Chausset.
Donc, monsieur le maire, chers collègues, monsieur Jacinto, donc il s'agit du projet métropolitain dit du boulevard technologique pour l'aménagement d'un BHNS, d'un bus à haut niveau de service sur les communes de Mérignac et du Haillan, entre la clinique du sport et le territoire et le terminus du tramway du Haillan. Donc il y a 9 hectares à acheter, à environ 75 propriétaires, estimés à 5,5 millions d'euros. Cela sans compter les mesures compensatoires environnementales qui devront avoir lieu. Donc l'extrait de la délibération sur le coût du projet, le coût prévisionnel de ce projet est estimé à 51 millions d'euros hors taxes, avec un financement intégralement assuré par Bordeaux Métropole. Ce coût comprend les frais de maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'œuvre, les acquisitions foncières, les travaux d'infrastructure, d'espaces publics et paysagers, de voiries, y compris les mesures compensatoires et de réduction d'impact. L'estimation sommaire et globale des acquisitions foncières au droit du boulevard, qui s'appuie sur l'avis de la direction de l'immobilier de l'État en date du 29 janvier, s'élève à un montant déjà évoqué de 5,5 millions. Donc voilà les éléments. Donc ce boulevard technologique, on va avoir l'enquête publique, je pense, avant la fin de l'année. Et on aura un début des travaux après l'enquête publique, après les délais. On pense à peu près fin 2024 pour le début des travaux. Donc c'est un projet, juste pour dire, un projet majeur, puisqu'il s'agit d'une vraie transversale. Voilà, qui va passer bien sûr sur l'OIM et aura un effet bénéfique notamment sur la circulation. Donc voilà, 9 hectares à acheter, 75 propriétaires concernés et 5,5 millions d'euros de prévus pour ces expropriations ou achats s'il n'y a pas d'expropriation. Je vous remercie. Sa métropole que... Donc, la question par rapport à la pollution, tout le monde, sont tous écologistes partout. Quand je parle de pollution, personne ne va répondre, personne ne va m'écouter. Question sur la pollution, ça, c'est pas bien. Bon. Ça, c'est pas bien, monsieur le maire. Ça, c'est pas bien, monsieur le maire. Ça que vous faites, c'est pas bien. J'ai arrivé, j'avais prévu de lire ça qu'il faudrait lire, plus la question. Bon, comme on donne la question à ma place, ça, c'est pas bien. La démocratie, elle est en danger, ça, c'est certain. On ne veut pas parler de pollution, et pourtant tout le monde y parle. C'est le problème numéro 1. L'eau, on ne veut pas parler de ça, on ne veut pas parler de l'eau, il ne faut pas parler. Donc, je n'ai pas la liberté de parole. Donc, voilà, j'ai connu ça, voilà, c'est comme ça. Oui, je sais.